Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, les amis. Content de vous retrouver, comme d'habitude, vendredi soir avec notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir. Ben, c'est dommage qu'on ne voit pas le cri d'enthousiasme de Wari. Bon. Donc, je vous salue. Et puis, voilà, bon, ben, on va entamer cette nouvelle conversation. Voilà, alors les amis, comme d'habitude, je vous invite à partager, tapoter un maximum ce live sur TikTok, sur Twitter, pardon, X, et sur YouTube. N'hésitez pas à partager un maximum. Comme d'habitude, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. On va bien sûr rester sur la question du Moyen-Orient et aussi, mes très chers abonnés. D'ailleurs, Monsieur Cohen, je me permets de vous interpeller vite fait avant de commencer l'analyse sur la question. C'est votre vidéo, la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, où à un moment donné, vous nous avez parlé de la société israélienne. Oui. J'ai pris un passage de la vidéo et je l'ai publié, et cette vidéo a fait énormément de vues, elle a été énormément commentée. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne le short, hein, c'est une vidéo de à peu près 2 minutes où vous parlez de la société israélienne et du coup énormément commenté. Alors les amis, on va donner la parole à monsieur Jacob Cohen qui va commencer sur l'actualité au Moyen-Orient. Je vous laisse monsieur Cohen, c'est à vous. Alors, ce soir, enfin bon, je pense que c'était annoncé dans le titre. C'était comment, je ne sais pas comment ça a été formulé, mais disons la position des pays arabes par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'ils allaient se réveiller? Est-ce qu'ils allaient retrouver une dignité, l'autonomie, etc. Bon, voilà. Et donc, en fait, saisir cette occasion historique de se libérer du joug américano-sioniste, si on veut. Parce que, bon, on a assisté, depuis que les pays arabes ont déclaré leur indépendance dans les années 50, il y a eu des tentatives dans les années 50 et 60, et puis finalement, la combinaison d'Israël, de l'Amérique, de l'Occident et des régimes arabes qu'on a mis en place aussi, hein, et de la trahison de plusieurs régimes arabes, notamment ceux qui ont à leur tête des monarques, parce que les monarques en général ont plus tendance à trahir parce qu'ils aiment les milliards. Ils aiment l'or, ils aiment les belles voitures, ils aiment les palais, etc. Et ils ont plus tendance à trahir. Mais finalement, à partir des années 70, on peut dire que le monde arabe, notamment avec la signature de la paix séparée par l'Égypte avec Israël, pas oublier qu'à l'époque, la Ligue arabe avait encore un peu de dignité. L'Égypte a été exclue de la Ligue arabe. Vous imaginez, là, aujourd'hui. Imaginez qu'aujourd'hui, on aurait exclu le Maroc, Bahreïn, les Émirats arabes unis, etc. Bon. Et donc, vous voyez un peu dans quel état d'esprit on est. D'ailleurs, on a exclu plutôt la Syrie de Bachar al-Assad, c'est-à-dire ou le Yémen. Bon, tout régime qui ne se plie pas au diktat. Et donc, le monde arabe s'est couché. C'est un fait. Je porte pas du jugement de valeur, etc. Enfin, voilà. C'est historiquement vrai. Voilà. Il s'est couché. Voilà. Bon, parce qu'on a utilisé diverses méthodes aussi. Des assassinats, des destructions, etc. Mais le fait est là. Le monde arabe s'est couché. Et une des manifestations de cette soumission, il y a quelques jours, le Parlement arabe, d'ailleurs j'ai posté cet article, le Parlement arabe a condamné fermement, notez le terme fermement, c'est très important, les exactions sionistes, enfin je ne sais pas si on osait utiliser le terme sioniste, ça m'étonnerait, les exactions israéliennes
en Cisjordanie. Vous savez que chaque jour, il y a des assassinats, il y a des expulsions, enfin, mais c'est l'horreur absolue. Enfin, moi qui avais connu un peu la guerre d'Algérie à l'époque, c'est à peu près ça. Hein. C'est-à-dire la soldatesque sioniste, elle arrive dans une maison, elle chasse les habitants, ils brûlent des maisons où il y a des gens dedans, ils brûlent des voitures, ils déracinent les arbres. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Les Palestiniens vivent l'enfer. Bon. Autre parenthèse, l'autorité palestinienne, elle est d'une complicité et d'une lâcheté incroyable. Ils continuent à gouverner à Ramallah comme si de rien n'était. Bon, enfin, bon. Et donc, le monde arabe s'est couché. Bon. Et le monde arabo-islamique s'est couché aussi. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est-à-dire que les 57 pays de l'organisation de la conférence islamique n'ont pas levé le petit doigt, enfin, à part le fait de publier des communiqués. Et ça, en général, quand on est en position de faiblesse et de lâcheté, on sait faire des communiqués. Alors, pour les Arabes, faisons-leur confiance, ils savent faire de très beaux communiqués. Et donc, moi, j'avais dit à l'époque, il aurait suffi que les 57 pays de l'OCI déclarent, si l'agression sioniste ne s'arrête pas dans les 24 heures, on suspend toute exportation. Je vous garantis que dans les 24 heures, Israël aurait cessé. Mais malheureusement, le monde arabo-islamique est dans l'état dans lequel il est. Et il y a un pays qui résiste de manière extraordinaire. Et non seulement il résiste, mais il se moque de l'Amérique. Il nargue Trump. Il y a par exemple ce poste-là de la télévision iranienne aux soldats américains. Nous vous attendons. Voilà. Venez, venez, venez. Ça fait des années qu'on vous attend. Et les Américains, ils ont la trouille d'y aller. Voilà. Et Trump, bon, c'est pas le sujet. Ce pays, non, il a montré sa détermination, comme quoi, vous savez, le Hezbollah, il a chassé Israël. Retenez bien ce que je vais dire. Je pèse mes mots, d'accord? L'armée israélienne occupait le Sud-Liban de 1982 à 2000. Ça veut dire occuper. Ça veut dire qu'ils avaient des bases là-bas. Notamment, pour ceux qui veulent se renseigner, il y avait l'ancien château des Croisés qui s'appelait Beaufort. Voilà. Ils l'ont fortifié, ils l'ont construit. Si vous avez l'occasion, ils ont fait un film qui s'appelle Beaufort. Il est super. Et le Hezbollah, quelques milliers de militants aguerris et déterminés ont rendu cinglés les Israéliens à l'époque, et les Israéliens ont quitté, la queue entre les jambes sont partis. C'est vous dire à quel point, imaginez une force d'occupation israélienne qui quitte parce qu'il y a un mouvement de résistance qui l'a chassé. Voilà. Et l'Iran fait le sujet n'est pas là ce soir. L'Iran tient tête. On aurait pensé, on aurait pu imaginer que les pays du Golfe, les plus concernés, ils seraient rendus compte que l'Amérique et Israël n'en ont rien à foutre de leur sécurité, de leur richesse, de leur pognon. Je vous donne un exemple, on a dû le dire. Le Qatar, les Iraniens avaient dit, si vous attaquez nos réserves de gaz, notre industrie gazière, nous répliquerons. Bon. Donc, les Iraniens ne voulaient absolument pas attaquer les pays du Golfe. Israël a attaqué. Et le Qatar a été bombardé, il a perdu 30 ou 40% de ses capacités. Ça veut dire que c'est des milliards et des milliards. Bon, je veux dire, pourquoi Israël a fait ça? Parce qu'il n'en a rien à fiche de ces bédouins déguisés
qui ont remplacé leurs chameaux par des Cadillacs. Voilà. Et des robinets en or. Voilà. On aurait pu penser que ces monarchies auraient un peu de dignité. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de dignité concernant ces gens-là. Ils n'ont aucune légitimité sur ces terres, sur cet argent. Et donc, on aurait pu se dire, voilà, ils ne nous protègent pas. On leur a donné des dizaines de milliards, on a acheté des armements, on n'est pas défendu. Et en plus, on nous met, et je dis, faites attention, je le dis solennellement ce soir, les pays du Golfe, si l'Iran attaque les usines de dessalement, toute la région mourra de soif. On est d'accord, mourra de soif. Voilà. Donc, les Américains et les Israéliens le savent. On va voir ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, les Iraniens les ont avertis. Donc, ces pays du Golfe, leur survie, elle tient au bon vouloir d'Israël, de l'Amérique, qui les trahit, qui les pille, qui les méprise en plus. Il les méprise. Bon. On aurait pu se dire, zut, voilà une chance historique. C'est vrai qu'on ne peut pas... Ils étaient à la merci d'Israël, de l'Amérique. Bon, on ne peut pas leur reprocher de se soumettre, mais là, ne serait-ce que se dire publiquement, nous sommes neutres, nous ne voulons plus des Américains, nous voulons être neutres. Voilà. Fichez-nous la paix. Même ça, ils n'ont pas osé, et même, et pire, d'après les informations sérieuses que j'ai vues, l'Arabie Saoudite et Bahreïn enverraient des forces, se joindraient aux forces américaines qui débarqueraient dans la région. Voilà. C'est dire à quel point ces pays du Golfe, quand je dis les pays du Golfe, je mets dans le paquet tout le monde arabe. Ils sont tous pareils. Voilà, à peu près. En gros, ils sont tous pareils. Voilà. Et donc, comment dire, ils font profil bas, ils font le dos rond, ils prient, je ne sais pas qui, je me demande même s'ils croient en Allah, de sauver leur fortune. Parce que leur fortune est à quoi, finalement? Vous savez, ces pays-là, ils ont déjà pratiquement, on peut dire qu'ils ont presque tout perdu. Bon, tout n'est pas détruit chez eux, mais ils ont déjà perdu énormément. Par exemple, d'abord, ils ont perdu 20 ou 30% ou 40% de leurs revenus. Ils vivent de quoi, ces pays-là? Ils vivent de populations étrangères qui travaillent, qui fait tout. Vous savez, eux, ils sont des nababs. Voilà. Vous savez, les Saoudiens, les Qataris, etc., ils sont des nababs. Et ils importent des millions de travailleurs d'Inde, du Pakistan, Bangladesh. Ils leur confisquent leur passeport et ils sont asservis par ces nouveaux maîtres. Voilà. Mais ces gens-là vont partir. Ils ne vont plus être payés. Les Américains sont ou partis ou vont partir. Dubaï s'est effondré, etc. Enfin bon, donc, ces pays n'ont plus rien. S'il leur restait un tout petit peu de dignité, je dirais, pour sauver l'essentiel, mais ils sont tellement soumis que ils continuent dans cette voie de soumission pour sauver l'essentiel, parce qu'ils ont pris le pli. Or, il y a quand même une force de révolutionnaire qui a émergé en dehors de l'Iran. Je ne parle pas du Yémen qui
peut-être va entrer en jeu, donc qui bloquera ou qui bloquerait la mer Rouge. Il y a l'Irak. Voilà, l'Irak. Pourquoi? Parce que il y a des mouvements chiites révolutionnaires. L'Irak a pratiquement chassé les bases américaines qu'il y avait là-bas. J'espère qu'ils reprendront le Koweït, parce que le Koweït était une province irakienne, c'était un morceau d'Irak que les Britanniques ont détaché de l'Irak, et ils ont trouvé un cheikh et lui ont mis la couronne sur la tête et ils lui ont dit: tu es le cheikh du Koweït et tu vas travailler pour nous. Voilà. En fait, c'est ça le Koweït. Et voilà la situation, à mon avis. Enfin, moi, je ne vois pas, sincèrement, je ne vois pas de rébellion ou de retour, ou comment dire, une tentative de récupérer une forme, ne serait-ce que de neutralité, d'indépendance. Je crains que l'Irak, probablement, je pense qu'il est fini pour l'Amérique et pour l'Occident. À part la zone des Kurdes, je veux dire, après 23 ans d'occupation, les Américains ont fichu le camp. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'humiliation américaine qui commence dans ces régions-là. C'est-à-dire, ils ont demandé un cessez-le-feu pour quitter et ils sont partis. Voilà. Ils ont tout laissé, ils sont partis. Voilà. Et ils sont partis où? En Jordanie. Et à propos de la Jordanie, voilà encore un roitelet qui, malheureusement, enfin, regardez comment on a transformé le monde arabe en caniche. Enfin, c'est presque. Enfin, j'ai tellement honte de la Jordanie. Le roi de Jordanie a envoyé, c'est une source sûre, c'est une information certaine, a envoyé 5000 disons, militaires de maintien de l'ordre, enfin, je ne sais pas comment ils s'appellent, dans les pays du Golfe. Pourquoi? Parce qu'ils craignent la révolte des populations. Bon. En fait, à mon avis, ils n'ont pas grand-chose à craindre, uniquement à Bahreïn. Pourquoi? Parce que Bahreïn, il y a une majorité de chiites et qui contestent le roi, enfin, pas le roi, le monarque, oui, le souverain sunnite. Et la Jordanie, elle est d'une obéissance à Israël et à l'Amérique, c'est fabuleux. Enfin, s'il y avait des médailles d'or de la soumission, on devrait la donner à la Jordanie. Remarquez, l'Arabie Saoudite n'est pas en reste. Donc, je sais, pour le moment, vu l'évolution, parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Il se peut que les Israéliens et les Américains, qui est en train de subir une défaite magistrale et qui reçoivent des demandes des Iraniens qui sont humiliantes. C'est vraiment les Iraniens. C'est ça, là. Moi, je suis béat d'admiration devant ce peuple. C'est extraordinaire. Eh bien, ils ont envoyé des demandes aux Américains. Ils leur ont dit, voilà, vous voulez discuter, voilà nos conditions. C'est quasiment une reddition. Voilà. Voilà. Et les Américains, ils sont pris à la gorge. Je viens d'écouter une vidéo de John Mearsheimer, des plus grands spécialistes de la politique américaine. Ils sont complètement perdus, bien qu'ils montrent leur arrogance, etc., mais ils ne savent plus comment se dépêtrer. Et peut-être qu'à un moment donné, il faudrait peut-être passer par ces conditions-là. Voilà, c'est-à-dire les Iraniens, maintenant, ils veulent le détroit d'Ormuz à eux. Quel cadeau magnifique on leur a fait. Hein. Fantastique. Vous savez que le détroit d'Ormuz,
il y a à peu près 3000 pétroliers qui passent chaque mois. Et l'Iran va demander ou demande 2 millions de dollars par passage de pétrolier. Il y a déjà des bateaux qui payent. Faites le calcul. 3000 multiplié par 2 millions. Voilà le cadeau que les Américains ont fait involontairement à l'Iran. Sans compter que les Iraniens, quand on voit leurs tweets, leurs déclarations, mais ils narguent l'Amérique. Voilà. Ils disent aux Américains, aux soldats, venez, nous vous attendons. Eh bien, on va voir ce qu'ils vont faire. Donc, dans quel état vont être les... Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans quel état vont être les États du Golfe dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Si les Israéliens ou les Américains attaquent les sources d'énergie, soit par orgueil ou par revanche ou je ne sais quoi, les États du Golfe vont perdre et les Iraniens, on sait maintenant qu'ils tiennent parole et qu'ils ont les moyens de le faire. Ils détruiront toutes les sources d'énergie des pays du Golfe. Ils vont les ramener à, je ne sais pas, même l'âge de pierre, je crois qu'on avait de l'eau. Donc, on ne sait pas, mais jusqu'à présent, s'ils montraient, par exemple, s'ils disaient à l'Iran, voilà, nous sommes des prisonniers de l'Amérique, sauf que les pays du Golfe, vous comprenez, ils ont mis, tous les milliards qu'ils ont gagnés, je ne sais pas, des dizaines ou des centaines de milliards, mais ils les ont mis où? Dans les obligations américaines ou dans les banques américaines. Donc, s'ils bougent, l'Amérique leur dit, adieu vos milliards. Donc, quel va être je pense que de toutes les façons, pour le moment, à l'heure où nous parlons, sans savoir ce qui va se passer, le monde arabe en général et les pays du Golfe en particulier ne sortent pas grandis de cette confrontation. Voilà. Il n'y a que l'Iran qui tire son épingle du jeu, et puis l'Irak, et peut-être le Hezbollah qui est en train de... On a dit qu'il était fini et tout, et les Israéliens bombardent de manière... c'est la barbarie à l'état pur. Mais malgré tout, le Hezbollah résiste. Et donc, moi, ce qui m'étonne, je vais finir par là. Je ne sais pas si je me trompe, dites-moi si dans les commentaires ou je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas vu de réveil de l'opinion publique arabe. Bien sûr, il y a quelques personnes comme ça ici ou là, mais je n'ai pas vu des masses arabes, un bouillonnement de la rue arabe ou des intellectuels ou des partis politiques, des parlementaires, etc., prendre position contre l'agression américano-sioniste. Que ce soit l'Iran, et alors c'est quand même un pays musulman, c'est un pays qui défend la Palestine, c'est un pays qui défend l'indépendance du Moyen-Orient. Et ça, pour moi, c'est encore une manifestation de lâcheté, d'indignité, un manque. Vous savez, j'ai l'impression que même les intellectuels, je parle dans l'ensemble, on peut me sortir une personne ici ou là, mais que le monde arabe, l'université arabe, les écrivains, les parlementaires, etc., ne se soient pas manifestés en grand nombre pour saluer le courage de l'Iran et condamner l'agression, etc., et appeler leur gouvernement à soutenir la résistance iranienne, pour moi, c'est aussi un signe que vraiment le monde arabe n'est pas dans un état, comment dire, terrible. Hein. Bon, peut-être ça changera, vous savez, l'histoire dira. Mais malheureusement, le constat est très triste ce soir. Voilà, Wally, s'il y a des questions. Oui, vous m'entendez?
Oui, oui. Alors, moi j'ai une question déjà, c'est concernant l'émancipation ratée, hein, des pays arabes suite à cette guerre-là. Oui. Hein. Quand vous parlez des pays arabes, vous englobez tous les pays arabes ou simplement Moyen-Orient, Golfe? Tous les pays arabes. Et Tous je les vois pays... où vous voulez en venir. Non, Je vois non, où vous non, voulez. Oui, non, mais quand on sait que déjà au sein de la Ligue arabe, par exemple, il y a des divergences. Ils vont pas tous dans la même direction. Même bon, avant grosso modo pour moi, ce sont pratiquement, vous savez, même quand il y a, soi-disant, admettons, prenons un pays, voilà, vous pensez à l'Algérie, par exemple. Prenons un pays qui résiste. Il résiste comment? Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il fait des déclarations, il saisit l'ONU, etc. Bon, voilà, ça s'arrête là. Voilà. Je veux dire, à ma connaissance, j'en veux pas, hein, je constate. L'Algérie n'a pas fait un appel, n'a pas fait, à mon avis, détrompez-moi, hein, n'a pas lancé un appel solennel aux pays arabes et musulmans de couper les relations diplomatiques avec l'Amérique, d'arrêter les exportations, etc., etc. Voilà. Donc, à ma connaissance, aucun pays, ni l'Indonésie dont on parle, etc., le plus grand pays musulman, enfin, tous ces, tous ces pays, à part des communiqués, ils ferment leur gueule. Voilà. Voilà. Voilà, mais je comprends qu'ils aient des intérêts, qu'ils ne peuvent pas, etc. Je ne leur en veux pas, je constate. Voilà. Je constate que 57 pays arabo-musulmans, ils sont coincés. Voilà. Tout ce qu'il leur reste, comme j'ai dit tout à l'heure, le communiqué du Parlement arabe, enfin, je veux dire, comment le Parlement arabe, comment des parlementaires arabes, moi, à leur place, ils devraient avoir honte. Ils devraient au moins la boucler et ne rien dire. Comment chaque jour, il y a des Palestiniens qui sont assassinés, on les jette de leur maison, on détruit. Comment ils peuvent se permettre de dire le Parlement arabe condamne fermement les exactions et s'arrêter là et aller déjeuner quelque part et aller regarder la danse du ventre. Voilà. C'est ça, je suis désolé, le monde arabe aujourd'hui. Comment ils peuvent faire ça? Comment on peut avoir euh, comment on peut se permettre d'émettre un communiqué aussi vide et aussi insignifiant et avec si peu de résultats? Voilà. Donc, le fait est là, malheureusement. Moi, je constate. Maintenant, si quelqu'un peut m'apporter une raison de me dire c'est pas vrai, il y a eu ceci et cela, moi je suis prêt à l'écouter et je changerai d'avis. Voilà. Dites-moi, à part l'Irak, je salue ce pays qui s'est mis, qui a chassé la présence américaine de ce pays qui était là-bas depuis 23 ans. Voilà. Mais en dehors de ça, aucun pays n'a pris une mesure concrète pour contrer l'agression américano-sioniste. Ouais, effectivement. Non, mais là, je vous rejoins complètement. Bon, vous avez cité l'Algérie. Effectivement, bon, il n'y a pas eu de communiqué officiel, il n'y a pas eu de dénonciation. Bon, voilà, c'est la façon de faire peut-être de la diplomatie algérienne. Je ne sais pas si ça porte ses fruits. Bon, l'avenir nous le dira. Monsieur Cohen, Oui. il y a le Qatar qui se retire officiellement de la guerre. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du ministre des Affaires étrangères. Non. Non, donc Oui. oui, oui, je crois que c'est paru aujourd'hui. Hein, j'ai vu ça. Ah Donc oui, d'accord. Al-Ansari, je crois que c'est le ministre des Affaires de, ouais, des Affaires de la Défense, je crois, qui a fait une déclaration et qui dit se retirer de la guerre et qui ne veut pas rentrer en conflit
avec un pays voisin comme l'Iran, un pays voisin depuis des millénaires avec le Qatar. Hein, c'est sa déclaration. Et il dit tout ça à cause d'un caprice d'une partie ou d'une autre. Voilà. Donc, en gros, bon, Oui. Je ne crois pas que le Qatar se sauvera par une telle déclaration. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une déclaration hypocrite. Voilà. C'est-à-dire, c'est le genre de déclaration, vous savez, comme les pays du Golfe d'ailleurs ont essayé de dire à l'Iran au début, on n'y est pour rien, on n'y est pour rien. Pardon. Le Qatar, il y a une base américaine au Qatar, non? Ou je me trompe peut-être, non? Voilà. Est-ce qu'il y a une base américaine au Qatar? On peut vérifier. Je me souviens. Oui, bien sûr, oui. À partir du moment où on a une base américaine sur son sol, je regrette. Il fait partie de l'agression. Et si l'Iran, et s'il y a une attaque contre les sites stratégiques de l'Iran, le Qatar payera le prix, comme il a payé le prix. Et donc, ce n'est pas la peine de chercher par une déclaration vide de sens, parce que il a tout le temps été l'allié des Américains. Voilà. Et donc, ce n'est pas par une déclaration qu'il va croire que, vous savez, les Iraniens ne sont quand même pas bêtes. Hein. Voilà. Donc, s'il y a une attaque, il paiera le prix. Voilà. En tout cas, bon, ça a été fait aujourd'hui. On verra ce que ça va donner ces prochains jours, cette déclaration. Effectivement, vous avez complètement raison. S'il y a une base américaine sur leur territoire, il faut qu'elle quitte ce territoire et puis après, on pourra discuter. Voilà, bien sûr. Alors, Monsieur Cohen, j'ai vu en début de semaine, il me semble, oui, lundi, Olivier Delamarche, que vous connaissez, hein, l'économiste. Oui. Qui a fait une déclaration justement sur cette guerre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Alors, il a expliqué, hein, c'est son analyse à lui, il dit que c'est une guerre monétaire aujourd'hui que fait les États-Unis contre la Chine dans le but de l'isoler par rapport au pétrole. Et d'ailleurs, cette guerre n'a pas commencé avec l'Iran. Elle a commencé déjà avec le Venezuela, en s'accaparant des richesses du Venezuela. Et là, l'objectif des États-Unis, selon lui, je dis bien selon lui, c'était de s'accaparer, en faisant tomber le régime iranien, le pétrole iranien, dans le but de mettre à mal l'économie chinoise. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait vrai, d'ailleurs. Mais même la Russie, la guerre avec l'Ukraine, c'est aussi pour faire tomber En fait, l'Amérique, quel est son but? Depuis la chute du mur de Berlin, elle n'accepte l'Amérique, vous savez, que ce soit avec Trump ou Biden, ou démocrates ou républicains, ils n'ont qu'une obsession, être les maîtres du monde. Voilà. Et donc, l'unipolarité. C'est-à-dire empêcher toute puissance d'émerger de manière à lui faire face de manière égale. Et donc, toute la politique américaine jusqu'à présent, c'est de refuser l'émergence de grandes puissances et de discuter d'égal à égal. Donc, tous les moyens sont bons, bien sûr, pour contrer la Chine. C'est-à-dire essayer de lui couper le pétrole, essayer de l'isoler sur vous savez, les routes maritimes, par exemple en bloquant un détroit de Malacca, etc. Et d'empêcher vous savez, comment on appelle ça déjà, les routes de la soie. Donc c'est un jeu d'échecs à l'échelle mondiale qui prend des proportions fantastiques. Mais il est évident que l'Amérique refuse, peut-être à un moment donné, elle va se finir par admettre, par se résigner, par accepter que, il y a d'autres puissances et qu'on ne peut pas être la seule puissance qui domine. Voilà. Et aussi, je ne sais pas s'il en a parlé, mais il y a aussi la question du pétrodollar, du dollar comme monnaie de réserve. C'est-à-dire, par exemple,
les Iraniens, regardez quelle subtilité, enfin, quelle intelligence, c'est magnifique. Les pétroliers qui passent par le détroit d'Ormuz, ils leur disent, vous pouvez passer, vous payez 2 millions de dollars comme droit de passage, mais il faut que vous payiez ce pétrole, même s'il ne nous appartient pas, le fait de passer par le détroit d'Ormuz, ce pétrole doit être payé en yuan, voilà, pas en pétrodollars. Et donc, vous savez, c'est pour l'Amérique. D'abord, c'est une insulte incroyable, et en même temps, toute la puissance du dollar. Pourquoi l'Amérique a 39 000 milliards de dettes? Pourquoi il peut se permettre de vivre comme ça? Mais parce que tous les autres pays, c'est ça le pétrodollar ou la monnaie de réserve. Mais à partir du moment où des grands pays vont faire leurs achats pas en dollars, ça c'est la panique aussi qui va saisir l'Amérique. Mais en fait, c'est un jeu de combat des grandes puissances où l'Amérique tente désespérément, parce qu'en fait, c'est un combat perdu aujourd'hui, vu que le reste du monde, pratiquement, est contre l'Amérique, c'est-à-dire les grandes puissances, même l'Inde, qui se libère de sa soumission, etc. Et donc, finalement, avec l'Iran, ça a échoué. Et je suis de ce qu'on sait, de ce que j'ai pu savoir, c'est que la Chine et la Russie fournissent le nécessaire à l'Iran pour qu'il résiste pendant longtemps. Voilà. Alors oui, justement, d'ailleurs, il y a eu une déclaration hier, je crois, du ministre des Affaires étrangères Lavrov, Oui. qui a dit justement, hein, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi les Russes donnaient des renseignements à l'Iran et tout. Et en fait, il a démonté ces rumeurs, mais bien sûr, il n'a pas nié le partenariat militaire qu'il y a avec l'Iran. Hein, c'est pour la Russie, l'Iran, c'est un partenaire, ce n'est pas un allié, c'est-à-dire il n'y a pas un traité signé de défense ou des choses comme ça. Et du coup, effectivement, d'ailleurs, le journaliste lui a posé la question, est-ce que selon vous, euh, l'Iran bafoue le droit international, hein, en attaquant les pays voisins, là, les pays arabes. Lavrov a répondu, en fait, non, dans cette affaire, l'Iran répond à une agression américano-israélienne, hein, et du coup, bon, je vous invite à voir cette déclaration. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne. Monsieur Cohen, concernant le Qatar, je reviens là-dessus vite fait. Oui. Une déclaration de Yair Lapid qui annonce vouloir présenter une loi désignant le Qatar comme État ennemi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Enfin, de toutes les façons, vous savez qu'il y a quelques mois, Israël avait bombardé, je ne sais plus ce qu'elle avait bombardé au Qatar. Et ça a été très très mal pris, même si le Qatar n'a pas enfin, je crois, hein, il faudrait que je vérifie quand même. Le Qatar n'a pas normalisé ses relations avec Israël, mais j'ai quand même de bons amis, voilà. Mais comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire aux yeux des Israéliens. Est-ce qu'ils vont les bombarder? Ça m'étonnerait quand même. Ou peut-être pour le menacer, voilà, c'est-à-dire de changer de camp. Parce que pour le moment, le Qatar est le seul pays qui probablement est le moins favorable, ou le moins disposé à participer avec les Américains à l'agression. Mais il est quand même partie prenante, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et donc, bon, vous savez, je ne sais pas exactement. D'abord, c'est Yair Lapid, donc il est dans l'opposition.
il n'est même pas certain d'arriver au pouvoir au moment aux élections prochaines. Donc, je ne sais pas ce que ça représente. Voilà. C'est bien Yair Lapid, vous m'avez dit, hein, c'est ça? Ouari. Oui, oui, tout à fait, c'est bien lui. C'est le chef de l'opposition, mais si Netanyahou n'est pas réélu, c'est un autre qui a toutes les chances de devenir Premier ministre. C'est Naftali Bennett. Donc Yair Lapid, il ne pèse pas grand-chose aujourd'hui en Israël. Même en tant que membre de l'opposition, il ne pèse pas grand-chose. Voilà. Oui, alors, il y avait un ou deux intervenants, je vais voir, bougez pas. Il est plus là. Bonjour. Oui, Bonjour, salam alaikum Wali. Bonjour à Monsieur Cohen. J'espère que vous allez bien. Monsieur Cohen, ma question serait de savoir, est-ce que tout d'abord vous m'entendez? Dites-moi si le son il est clair. oui, oui, on vous entend très bien. Excellent, parfait. Donc ma question vous concernant, Monsieur Cohen, c'est concernant donc vous voyez les rapports de guerre présentement. Nous voyons que l'Iran a infligé énormément donc de dégâts en Israël, notamment la semaine dernière dans la ville de Dimona, mais pas que, également en tout début de guerre. Je me souviens avoir aperçu donc un quartier en Israël, je ne sais pas dans quelle ville, être complètement démoli. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quand on aperçoit que donc l'entité ne révèle pas l'étendue des dégâts, ne révèle pas le nombre de citoyens israéliens décédés sous ces frappes. Selon vous, c'est pour quelle raison? Est-ce qu'ils sont en train de mentir? En tous les cas, moi, j'en ai certainement l'impression, surtout quand on voit que durant donc le génocide de Gaza, mais pas que, également avec le Hezbollah, on a l'impression que les Israéliens ne révèlent pas leur mort. Et selon vous, est-ce que vous pensez qu'ils mentent? Et si oui, pour quelles raisons, selon vous? Merci. Alors, ils mentent de manière qui, franchement, même moi, ça m'étonne. Parce qu'en général, connaissant la société israélienne, c'est une société ouverte sur le plan de la formation. Vous savez, Israël avait une très bonne réputation dans les années 80 à peu près, d'une des presses les plus libres. Et j'ai eu l'occasion de vérifier, c'est vrai. Et même l'année dernière, lorsqu'il y a eu la guerre de 12 jours, il n'y avait quasiment pas de censure. On voyait très bien, tout était filmé, etc. Et cette fois-ci, il y a une censure terrible. D'ailleurs, il y a même celui qui fait que la personne qui publiera des photos ou des films sur un bombardement, etc., peut être condamné à 5 ans de prison. Donc, vous imaginez un peu la hantise et la censure terrible. Et d'ailleurs, moi qui écoute régulièrement les informations venant de là-bas, ils tentent énormément de minimiser. À chaque matin, quand j'écoute, ils disent mais un missile est tombé sur un terrain vague, il y a eu très peu de dégâts, un blessé léger, voilà. Enfin, ou bien ils montrent une voiture. Donc, bon. Pourquoi ils font ça? Parce que ils veulent, ils connaissent. Vous savez, la guerre du 12 juin avait montré une chose terrible pour la société israélienne, c'était l'effondrement de ces sociétés, l'effondrement psychologique, sociologique, parce que, et d'ailleurs qui avait provoqué la fuite de milliers d'Israéliens. Et vous voyez, c'est une société, tu te dis, regardez cette société soi-disant forte et tout, tenir à son pays, le sionisme et tout, et à la moindre, enfin, dès qu'il y a une bombe qui tombe, ça y est, c'est la fuite. Et donc, ils tentent par tous les moyens de sauver les apparences. Voilà, c'est-à-dire de dire aux gens,
tout va bien, on tient, on gagne. Les sondages montrent que 70% de la population est pour continuer la guerre. Donc, c'est une campagne psychologique de propagande presque l'équivalent au régime nazi. Hein. Elle est vraiment à un niveau, j'aurais pas cru, c'est-à-dire vraiment de régime totalitaire. Les informations qui passent, enfin, sont vraiment des mensonges éhontés, voilà. Donc, ils tentent toujours de minimiser pour maintenir le moral de la population, lui cacher la vérité et éviter la panique. Parce que, voilà. Et donc, chacun croit, même quand, par exemple, j'ai vu une Israélienne qui était dans un abri et qui disait, voilà notre vie depuis plusieurs jours, on n'en peut plus, on est fatigué, etc. Mais comme la radio leur annonce que l'armée sioniste, elle est en train de gagner, que l'Iran est en train de s'effondrer, qu'il y a rien, il y a pratiquement pas chez nous, il y a rien du tout, pas grand-chose. Ben, c'est pour maintenir le moral. Voilà, c'est pour maintenir la population dans l'ignorance totale de ce qui se passe et pour qu'elle ne sombre pas. Parce que les images de l'année dernière étaient catastrophiques pour Israël, pour l'image d'Israël. Et si les gens savaient ce qui se passait, ce qui les attend, eh bien, ils fuiraient par n'importe quel moyen. Voilà. Et ça, le régime sioniste ne le veut à aucun prix. Alors, M. Cohen, au départ de cette guerre, on nous disait que ça allait durer 4 jours, après, 15 jours. Là, il y a eu des ultimatums qui ont été donnés, 48 heures, c'est passé à 5 jours. Et de nouveau, là, Trump aurait donc donné, il aurait repoussé au 6 avril son ultimatum avant de bombarder tout ce qui est centrale électrique, tout ça en Iran. Oui. Comment vous interprétez ce narratif qui est tenu là? Alors, au départ, en fait, la guerre ne devait durer qu'une journée. Voilà. C'était samedi matin, dans la nuit. Ils allaient bombarder, décapiter le régime allait s'effondrer, et ils allaient dire aux Américains, on se rend, voilà. Haut les mains, on se rend, voilà, vous êtes les maîtres, on vous donne tout. Et Trump avait prévu une déclaration à la télévision samedi soir. Et donc, triomphe. Et la bourse allait ouvrir lundi avec des hausses de 5 ou 10%. C'était magnifique. Voilà. En fait, c'était ça. Enfin, d'après tous les témoignages que j'entends, c'était le scénario idéal et qui devait. C'est comme ça qu'on a présenté à Trump. Vous savez que Trump, il rêve toujours de ses victoires, de gloire, etc. Donc, on lui a dit voilà, samedi, on attaque, le régime s'effondre et banco, on ramasse le jackpot. Voilà, le pays est à nous. Et donc là, Trump réalise que ça ne se passe pas comme il l'avait pensé, ou on lui a dit. Parce qu'en fait, Trump n'a pas voulu écouter les voix de la raison. Il avait reçu le chef d'état-major, j'ai oublié son nom, Kent, je crois, enfin, quelque chose comme ça. Il l'avait reçu et le chef d'état-major, une semaine avant, il lui a dit cette expédition militaire est mal ficelée, elle va créer des problèmes, etc. Bon, on n'est pas garanti. Et tout. Bon. Sauf que Trump, après, il a écouté Kushner, il a écouté Witkoff, il a écouté Netanyahou. Enfin, il a écouté ceux qui lui ont dit on va gagner, enfin c'est une victoire facile. Et là, il se rend compte que c'est pas facile, mais il peut pas l'admettre. Donc, il se rend compte que tout ce qu'il fait, il tombe à l'eau. C'est-à-dire, il a bombardé des sites stratégiques de pétrole et de gaz. Eh bien, il a eu la réponse. Donc, catastrophe au niveau mondial. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde entier, maintenant, il y a une crise pétrolière et une crise du gaz et une crise des engrais. Et on le met sur le dos de l'Amérique. Bon. Mais en Amérique aussi,
il y a des problèmes. Vous savez, l'Américain, la voiture, c'est sa vie. Et là, le gallon, enfin, vous savez, là-bas, c'est le gallon. Hein. Le gallon, c'est 4 litres. 4 litres et quelques. Et le gallon était à moins de $2. Enfin, c'est presque. Et là, il monte 2,5, 3, 3,5, 4. Mais pour les Américains, c'est une catastrophe. Et même, il y a des queues. Et donc, et puis, bon, il a essayé par toutes sortes de moyens, il a essayé de maintenir le prix bas, enfin, c'est-à-dire autour de $100. Parce qu'il disait, ça y est, il y a des négociations. Or, les Iraniens, là, cette fois, vraiment, les Iraniens jouent. Moi, là, chapeau, voilà. Et là, ils vont devant les caméras, etc. Et ils disent, il n'y a pas de négociation. Vous négociez vous-même, avec vous-même, on n'a rien à fiche, voilà nos conditions, si vous voulez, etc. Donc, là, j'ai publié, par exemple, tout à l'heure, une vidéo où Trump dit, les Iraniens nous supplient pour un arrangement. Il se couvre de ridicule, mais il ne peut pas faire autrement, sinon c'est qu'une catastrophe politique pour lui. Parce que, bon, les cris de guerre, de victoire et tout. Et donc, il repousse. Il se dit, bon, je vais tenter. Bon, il a publié une soi-disant 15 points pour un futur accord. Mais c'est complètement ahurissant. C'est comme si l'Iran était battu. Or, c'est l'Iran qui mène. C'est-à-dire, l'Iran, il gagne en résistant et en tapant. Voilà. Et donc, il continue à frapper et à résister et à contrôler le détroit d'Ormuz. Et il se dit, il s'est accaparé le détroit d'Ormuz. C'est une défaite terrible pour l'Amérique. C'est une humiliation. Et donc, il repousse en se disant, j'espère trouver un arrangement. Mais les Iraniens lui disent, ils le disent publiquement, c'est ça aussi qui est terrible. Comment peut-on négocier avec des gens qui tuent des dirigeants pendant les négociations, etc. Il est coincé. Qu'est-ce qu'il peut dire contre ça? C'est la vérité. Et donc, il n'y a pas de négociation. Alors, est-ce qu'il va être obligé de passer par les conditions iraniennes? Bon, c'est l'humiliation, mais peut-être il vaut mieux ça que pire. Par exemple, reconnaître le détroit d'Ormuz, il appartient à l'Iran. Bon, peut-être il pourra dire en compagnie des États du Golfe, enfin en essayant. Et puis, l'Iran exige le départ de toutes les bases. Trump pourra dire, on va réaménager les positions stratégiques des États-Unis, donc on n'a pas besoin des États du Golfe. Donc, il peut toujours présenter ça comme une concession, enfin une petite concession. Mais il a un choix terrible devant lui. Voilà. Comme dit John Mearsheimer, il dit que Trump, c'est comme aujourd'hui l'Amérique, c'est comme un navire qui fonce droit sur un iceberg. Voilà. Il va sur un iceberg, il le voit l'iceberg. Et il va contre l'iceberg. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on va contre l'iceberg? Donc, les choix pour Trump sont très réduits. Et est-ce qu'il envoie des troupes? Et s'il y a 500 morts américains ou 1000 morts, vous imaginez le scandale. Donc, il ne sait plus quoi faire, mais il continue quand même à... Moi, je le vois. Enfin, vous savez, il y a des sites où ils font passer les déclarations de Trump. Ils continuent à faire la grande gueule du genre nous on les bat. Son ministre de la guerre, il est horrible, ce type. Il dit nous négocions par les bombes. Enfin, il y a vraiment des trucs sur l'Amérique qui ressortent. C'est assez édifiant comment ce pays, on dirait qu'il retourne à l'Inquisition, au temps de l'Inquisition. C'est-à-dire le Christ contre les infidèles, contre les Sarrasins. Enfin, c'est l'horreur absolue face à ce pays.
Mais les Iraniens sont pas, c'est-à-dire tranquilles. Ils ont pratiquement toutes les cartes en main. On les bombarde, c'est vrai, mais ils savent que au bout, ils auront ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire se débarrasser de toute menace future, avoir la liberté d'enrichir l'uranium comme ils veulent, d'avoir le programme de missiles qu'ils veulent et qu'il n'y ait plus de sanctions, etc. Ils s'y tiennent à ces revendications et à mon avis, ils les auront d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans une semaine ou dans un mois ou dans 2 mois. Alors, monsieur Cohen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une réunion du G7 aujourd'hui à Paris. Oui, oui, j'ai vu, oui. Voilà, qui s'est tenue. Et bon, en résumé, donc comme je vous ai dit, Trump il annonce un report de l'ultimatum au 6 avril. Il y aurait des négociations prévues. Alors non, selon les dirigeants américains, les négociations avec Téhéran sont bonnes et fructueuses. C'est marrant. Oui. Un gros mensonge. Ouais. Aucun accord de négociation n'a été trouvé et aucun plan de pourparlers ne semble réaliste à ce stade. Il y aurait des discussions directes prévues au Pakistan, a annoncé le ministre allemand des Affaires étrangères. Hein, Oui. et on a le ministre israélien de la Défense qui a promis une intensification des bombardements en raison de la poursuite de tirs de missiles visant les civils. Et apparemment, il y a un chiffre qui est donné. Hein, faudra peut-être vérifier, mais en tout cas, là, la source, c'est le journal Libération, qui nous parle d'au moins 1116 morts, dont 121 enfants ont été recensés dans le pays depuis le début du conflit. Alors, je suppose que là, on parle de morts en Israël. Est-ce que ça vous semble un chiffre élevé, 1116 morts? Vous pensez que c'est pour Israël? Quand je vois la déclaration qui est faite, le ministre de la Défense israélien a promis ce vendredi une intensification de bombardés en Iran en raison de la poursuite des tirs de missiles qui visent des civils. D'accord. Donc les missiles, on parle bien des missiles iraniens. Oui, mais d'où vous sortez le chiffre de 1000 c'est dans cet article-là, dans cet article de Libération, qui nous parle de au moins 1116 morts et dont 121 enfants ont été recensés dans le pays depuis le début du conflit. Et plus d'1 million de personnes ont été déplacées. Ah non, mais c'est pas Israël, ça. Donc c'est l'Iran. Alors, ou l'Iran ou le Liban. Bon, mais Israël, parce que Israël. C'est pas précisé dans l'article. Moi, en 3 semaines de guerre, si on suit les Israéliens, leur source officielle, il y a peut-être 2 morts et 30 blessés. Voilà. Non, c'est pour eux, c'est pour les Israéliens, il y a même pas 10 morts. Il n'y a pas de victimes pour les Israéliens. Très peu. Très peu. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils disent le missile est tombé sur un terrain vague et il y a 1 ou 2 blessés légers. Voilà. Donc, ils ne reconnaissent jamais, très rarement, un mort. Voilà. Donc, reconnaître d'un coup qu'il y a 1000, plus de 1000 morts, non, mais c'est l'affolement. Non, c'est pas possible. Ça peut pas être Israël. En tout cas, ça peut être une source israélienne concernant les victimes israéliennes. Voilà. À mon avis, je vois mal comment ils peuvent admettre une chose pareille. C'est à vérifier. Je vais essayer de voir si je trouve le nombre de morts d'où qui proviennent. Sinon, Monsieur Cohen, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aurait une intervention prévue des États-Unis d'envoyer au moins 10 000 soldats. Oui. Et l'Iran a répondu en disant
qu'elle mettrait, qu'elle répondrait comment dire, et qu'elle mettrait à disposition plus de 100 000 hommes. 1 million. 1 million, vous avez. Oui, oui, oui. Je peux vous le confirmer, hein, il n'y a pas de souci. L'Iran a l'intention de mobiliser 1 million de soldats. Ils ont les moyens, il n'y a pas de souci. Donc, bonne chance pour les Américains. D'accord. Alors, il y a la question qui revient là assez souvent depuis tout à l'heure dans le chat. Est-ce que il y a une possibilité, on l'avait déjà évoqué hein, il y a une semaine, 15 jours, je crois, sur l'arme nucléaire. Est-ce que les États-Unis ou Israël pourraient employer cette arme? Alors j'ai entendu cette semaine, je vais vous dire ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai entendu cette semaine. Alors, j'ai entendu un très grand spécialiste du nucléaire américain. Il a travaillé au Pentagone et il a enseigné au MIT. Le MIT, c'est Massachusetts, un truc de technologie, voilà. Donc, enfin, le top du top. Et c'est le mec qui a à peu près 70 ans. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire de la question. Voilà. Et il a dit ceci. J'ai vu ça il y a seulement 2-3 jours. C'est très intéressant parce que, et c'est un message à envoyer à Israël. Il a dit que les Iraniens ont les moyens, parce que s'il y a une frappe ou plusieurs frappes nucléaires israéliennes sur l'Iran, ça n'empêchera pas l'Iran, dans ses villes souterraines, etc., de construire, fabriquer une dizaine de bombes nucléaires. Il en a les moyens. C'est très facile pour eux. Enfin, ils ont le matériel, ils ont les connaissances, ils peuvent le faire très vite. Et lui, il estime qu'ils sont déjà en train de le faire, ou qu'ils pourraient le faire, vu la situation. Mais qu'eux ne l'utiliseront jamais en premier. Donc, admettons, ils reçoivent quelques bombes nucléaires. Les Iraniens ont déjà construit une dizaine de bombes, et il suffirait pour eux d'arriver à lancer 3. D'ailleurs, il a mis des schémas, etc., sur la zone de Tel Aviv. Il a expliqué les radiations, la chaleur et tout. C'est vraiment une vidéo assez exceptionnelle. Et il a dit que, avec les moyens qu'ils ont pour les lancer, c'est la fin d'Israël. Voilà. C'est-à-dire, c'est la fin de. Vous savez, Israël, c'est quoi? Vous avez à peu près une bande de 40 à 50 kilomètres. C'est la bande entre Tel Aviv et Haïfa. Voilà. C'est-à-dire, il y a quoi? 80 kilomètres. Voilà. Donc, avec 3 bombes, avec les schémas qu'il a montrés, etc., c'est la fin pour eux. Donc, je pense que les Israéliens, ils doivent le savoir. Ils ne sont pas bêtes non plus. Donc, ils savent que, OK, s'ils envoient leurs bombes, les Iraniens ont la capacité d'éradiquer Israël de la carte. Donc, voilà, c'est pas du tout une arme dissuasive comme on le pensait auparavant. C'est-à-dire peut-être vis-à-vis d'un autre pays, je ne sais pas moi, qui n'a pas les connaissances, qui n'a pas les montagnes, qui n'a pas les tunnels, etc., etc. Par exemple, mettons l'Égypte. Je dis l'Égypte comme j'aurais dit l'Irak, je ne sais pas quoi. Mais l'Iran, c'est spécial. Voilà. Donc, il a les moyens de répliquer. Voilà. Et l'Iran s'en sortirait. Vous savez, le Japon, qui est très petit par rapport à l'Iran, il a reçu 2 bombes nucléaires et s'en est sorti. Donc l'Iran pourrait s'en sortir. C'est-à-dire, bon, bien sûr, il y aurait des radiations, mais l'Israël est fini. Et je pense que les Américains et les Israéliens, ils sont conscients de ça. À mon avis, ils ne peuvent pas ne pas savoir, ils ne peuvent pas ne pas peser le pour et le contre. Et donc, voilà, je pense que c'est un moyen de dissuasion, comme on pouvait le penser avant. Je ne pense pas que ce soit un moyen, surtout dans l'état actuel de l'esprit de résistance des Iraniens, ce n'est pas un moyen qui va les dissuader de quoi que ce soit. Voilà, parce qu'ils peuvent répondre. Et je pense que l'état d'esprit actuel des Iraniens, enfin, d'après ce que
que je vois, etc., il est incroyablement résilient, déterminé à aller jusqu'au bout, à payer le prix qu'il faut pour se libérer une bonne fois pour toutes de ce poison. Voilà. Ok, très bien, merci. Alors, avant de donner la parole à Black Horse, là, sur X, je vous redonne juste les chiffres des nombres de morts. Donc, il y aurait, hein, selon les sources, là, euh, plus de 3000 personnes tuées au Moyen-Orient. Alors, il y aurait 1900 morts suite aux frappes israéliennes et américaines, hein, selon le vice-ministre iranien. D'accord. Au Liban, on dénombre au moins 1100 morts D'accord. et en Israël, 18 morts. Voilà. 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 Ce sont les derniers chiffres de la source, elle a que 4 heures. Voilà. Voilà. Et encore 18, je ne sais pas s'ils reconnaissent 18 morts, mais bon. Donc vous voyez bien que les Israéliens minimisent par tous les moyens leurs pertes et même les destructions, etc. Voilà. D'accord. Merci. Black Horse, salam alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam, ça fait longtemps, Wally, mon frère, ça va bien? Ça va, merci. Aïd Moubarak en retard, Inch'Allah kol aam, wa antum bkhir. Shalom aleichem, Jacob Cohen, vous allez bien? Que la paix soit sur tous les autres. Oui, Et oui, alors, il a raison, hein, c'est bien les chiffres du Liban, tu sais, les 121 enfants, etc. C'est les chiffres du Liban que Libération a annoncé, et 3000 morts et 1 million de déplacés, etc. Et sur la... Bon, alors tout le monde suppose que l'Iran pourrait, puisqu'ils ont 400 kilos d'uranium à 60%, très rapidement, alors qu'ils ont sûrement peut-être les bonnes têtes bien faites et bien pleines qui seront capables de le faire, hein, puisque depuis le temps que ils ont des scientifiques qui sautent à tout va, puisque on sait que pendant des décennies, le Mossad les a tués à travers le monde, hein. Mais il n'empêche que, je sais pas, moi, personne ne peut savoir. Moi, je vais éviter de supposer, mais je vais émettre une hypothèse et peut-être que vous allez me rejoindre. Est-ce qu'ils sont, puisque aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont capables, ils nous ont sorti des missiles technologiques assez impressionnantes, hein. Le monde entier vient d'être bouche bée dans ce qu'ils viennent de montrer de la résilience et la capacité à répondre à cette attaque qui n'est qu'une déclaration de guerre, hein. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de se défendre, comme dirait pas mal nos médias depuis un certain temps en parlant des frappes préventives. Eux, ça n'a pas été préventif, ça a été suite à une agression. Mais par contre, une chose et ça vous avez parlé de la superficie d'Israël, la superficie, est-ce qu'ils ont véritablement besoin, puisque quoi qu'il arrive, il me semble que alors, ils disent qu'il y en a pas trop, hein. Ils parlent des réacteurs de Sorek et la réacteur de Dimona, mais il suffit que s'ils aient éventuellement, puisqu'ils parlent maintenant de missiles qui viennent de sortir, qui pèsent des dizaines de tonnes, hein, c'est plus le Khorramshahr 4, mais c'est encore plus, c'est ce qu'ils sont en train de sortir. Mais il suffirait qu'ils aient quelque chose qui ait la capacité de percer ces blindages qui sont, quand on sait ce que si on regarde au détail près un petit peu sur les centrales nucléaires françaises, c'est des épaisseurs effectivement avec ciment, blindage et acier, mais est-ce qu'eux, ils n'auraient pas développé une arme qui justement, si demain ils reçoivent une arme nucléaire, plutôt que de taper avec des armes nucléaires, ils pourraient taper avec un missile qui serait capable d'irradier complètement le pays. Et auquel cas, dans le cas où Israël devrait taper, là on en serait arrivé à la doctrine Samson, mais par contre en réponse, il se pourrait très bien que ce soit non pas par une arme nucléaire, parce qu'auquel cas, ça répondrait à, enfin, quelque part, ils auraient perdu de tous les côtés. C'est-à-dire que, imaginez, comme vous l'avez dit, tous les grands spécialistes, hein, depuis longtemps, ont parlé de l'Iran comme étant un pays qui était un cauchemar pour pouvoir être envahi, surtout la ville de Téhéran. C'est-à-dire que c'est pas des montagnes, c'est des choses qui sont abruptes, impassables. Et comme ils ont construit, on l'a vu, des villes souterraines, des lancements souterrains, ils ont tout fait de façon souterraine parce que ça fait 47 ans qu'ils sont menacés et ils se préparent à quelque chose. Il se pourrait très bien que si je suppute bien sûr, mais
s'il devait répondre à ça, à savoir une attaque de la part de l'alliance américano-israélienne, et avec une arme nucléaire, et bien, eux, en réponse, ils pourraient répondre peut-être sans arme nucléaire, mais en irradiant tout le pays et les alentours, bien entendu. Hein. Mais ça, je veux dire, ce serait, je sais pas ce que je souhaite, ce serait une catastrophe pour toute la région, mais apparemment, j'ai l'impression que il y a quand même aujourd'hui des fous qui sont capables de tout et qui ne voient pas le danger. Et puis il y en a beaucoup qui ont l'impression qu'il faut soutenir la guerre plutôt que d'essayer d'aller vers la paix. Voilà. Et merci de m'avoir écouté. Bon, ben merci. Je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire, en fait, vous savez, il faut faire la différence. Moi, je partage l'opinion de ce scientifique américain dont je viens de parler tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, en fait, la radiation n'est pas aussi dévastatrice que le nucléaire. Rappelez-vous Tchernobyl. Tchernobyl, c'est une centrale nucléaire où il y a eu un problème. Donc, il y a eu une diffusion de radiation. Bon. Ou bien Fukushima. Et les dégâts ne sont pas pareils. Hein. Les radiations, bon, on s'éloigne de 30 km, et puis voilà. Enfin, alors que une explosion nucléaire, il y a le souffle, il y a la chaleur. Enfin bon, c'est dommage que j'aurais dû peut-être noter le lien de la vidéo et pour le faire partager, si jamais je le retrouve. Mais d'après le scientifique, le spécialiste que j'ai écouté, pour lui, c'est pas une question de. Pour lui, la réponse iranienne ne sera pas sur les centrales nucléaires, mais des vraies bombes nucléaires comme réponse à une bombe nucléaire. Voilà. Très bien, merci Monsieur Cohen. Alors, oui. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas, bien sûr, en restant sur le thème. J'ai des questions sur le chat, Monsieur Cohen. Oui. Alors, il y avait une question pour vous. Question pour Monsieur Cohen. Il semble que Trump et ses proches manipulent la bourse et font des milliards. Est-ce qu'il y a des moyens pour les épingler? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai. Hein. Depuis que Trump est arrivé à la présidence, lui et sa famille ont gagné des milliards. C'est-à-dire à chaque fois, par exemple, qu'il prend une décision stratégique sur le pétrole ou sur les douanes, etc., ses proches sont au courant et donc ils jouent. Et j'ai entendu un spécialiste de la bourse, Béchade, Philippe Béchade, je crois, il avait dit, il y a une semaine à peu près, parce que Trump avait annoncé des négociations. Et donc, il a annoncé le week-end. Et à l'ouverture, les prix ont baissé. Ceux qui ont joué à la baisse, ils ont gagné. Et d'après lui, enfin, je pense que c'est lui, mais bon, ceux qui ont eu le flair, évidemment, le renseignement, ils ont gagné 1 milliard de dollars. D'accord? 1 milliard de dollars. Donc, en fait, peut-être qu'il y aura des enquêtes, on ne sait jamais. Hein. Vous savez, aux États-Unis, c'est quand même un pays où, quand il y a, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai l'occasion d'entendre les commissions parlementaires, mais ils rigolent pas. Enfin, ils font venir un ministre et ils le cuisinent, enfin, d'une façon assez incroyable. Donc, il se pourrait qu'il y ait des commissions parlementaires parce qu'on les connaît, ces gens-là. Vous savez, c'est pas difficile. Des gens qui mettent, c'est pas anonyme. Donc, des gens qui jouent à la baisse du pétrole la veille, et ils gagnent 1 milliard de dollars. Bon, on peut les repérer. Et il se peut que, surtout s'il y a une catastrophe, si ça ne finit pas une catastrophe, je veux dire économique, financière, ou peut-être humaine, militaire, etc., et, et surtout si aux prochaines élections de mi-mandat, les démocrates prennent la Chambre des représentants, et donc feront des enquêtes, et à ce moment-là, on pourront faire venir
le fils de Trump, il est à la tête, il a 20 ans ou 22 ans, il est à la tête la tête, en tout cas, il est dans une espèce d'entreprise financière, etc. Et lui, c'est un jeune qui a déjà, je ne sais pas combien de milliards, enfin non, mais c'est hallucinant. Bien sûr, il y a des gens qui profitent. Alors, on va redonner la parole à Black Horse sur X. Oui, justement, j'allais en revenir, parler de ça aussi, effectivement, j'allais dire, ils ont parlé, ça c'est assez intriguant, mais bon, comme il vient de le dire, ça après coup, je pense, hein, pas pendant son mandat, mais après coup, il se pourrait très bien que si c'est véritablement son fils Baron qui a fait ça, c'est avéré, c'est-à-dire tous les spécialistes de la crypto et on va dire de tout ce qui concerne les placements ont bien vu que à des heures improbables, à savoir à des heures où en général les gens qui tradent dorment ou ne sont pas sur les marchés, il y a eu des positions qui ont été ouvertes avec des centaines de millions et qui ont grimpé en flèche d'un coup d'un seul. Juste après, une demi-heure avant, ça a été fait, et une demi-heure après que se soit exprimé Trump. Et c'est à 7 reprises consécutives qui, effectivement, avoisinent le milliard de bénéfices. Et alors, il se pourrait très bien que ce soit des proches. Est-ce qu'il s'est, voilà. Parce qu'on pense que c'est que du BTC, ce genre de choses, mais aujourd'hui, tout est traçable, entre guillemets. Hein. L'avantage, justement, de la crypto-monnaie, c'est qu'on croit justement que ce serait quelque chose d'anonyme, mais il n'empêche que ça ne peut pas l'être si les autorités veulent le savoir. Mais la seule chose que l'on sait, c'est que c'est non seulement ineffaçable, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on retrouvera les commanditaires et ceux qui ont fait ces positions, et puis ils seront interrogés, comme il l'a dit, cuisinés. Et il se pourrait très bien qu'il y en ait qui morflent sur ça. Et alors, est-ce que c'est Baron et Kouchner, etc. Il a une petite équipe qui apparemment s'amuse à boursicoter comme ça. Et ce qui est assez rare, c'est que sur 7, à l'ordre de 7 positions, qui ont été quasiment toujours, on va dire, chronométrées systématiquement avant les déclarations que Trump a faites. Donc ça pourrait effectivement faire le lien alors avec des proches de Trump, puisque dès qu'il s'exprime pour donner confiance au marché ou dire quelque chose qui va faire varier et qui va toucher, on va dire, tous les investisseurs qui vont justement partir à faire à la hausse ou à la baisse, des investissements, mais une demi-heure avant, il y a une position qui se crée, enfin quelques minutes avant, une petite demi-heure, mais un petit temps avant, et ça, c'est révélateur d'un délit initié. Très bien, merci. Monsieur Cohen, est-ce que les démocrates américains vont-ils arrêter Trump ou le laisser ou le laissent-ils faire pour remporter les élections à mi-mandat? Non, c'est-à-dire, vous savez, quand un pays est en guerre, et l'Amérique connaît bien ces passages parce qu'ils sont souvent en guerre, donc il y a un sentiment patriotique, c'est-à-dire le pays est en guerre, il faut protéger nos soldats et nos intérêts. Voilà, protéger nos soldats. On ne va pas les poignarder dans le dos. D'accord? Mais, cela dit, il y a là, ces derniers jours, il y a eu, vous savez, Tulsi Gabbard, enfin, tous les responsables, le directeur de la CIA, etc., un des responsables du département d'État, ils ont été cuisinés par des commissions parlementaires. Donc, évidemment, c'est une façon, pas de taper sur l'intérêt national du pays, mais, disons, de mettre en difficulté la décision de Trump. Pourquoi il a pris cette décision? Qui lui a dit ceci? Est-ce qu'on lui a dit, par exemple, Trump prétend qu'on ne lui a pas dit que s'il faisait ce qu'il a fait, les Iraniens ne s'attaqueraient pas au pays du Golfe et ne prendraient pas le détroit d'Ormuz. Bon. Et donc, en fait, les discussions portent sur ça, enfin, les controverses. Donc, les démocrates essayent de mettre en difficulté la présidence de Trump sur ces détails-là. Enfin, ce sont des détails, enfin, des choses importantes, mais sur ça. Mais, cela dit, c'est l'esprit américain, patriote américain,
on est quand même derrière l'action américaine, parce que c'est le pays qui est engagé, voilà, dans un effort de guerre, mais ça n'empêche pas de régler ses comptes entre républicains et démocrates, entre la présidence et les démocrates, parce que les démocrates ont quand même un beau jeu à jouer surtout avant les élections de novembre. Alors, une autre question. Pensez-vous que les stocks d'uranium enrichi sont toujours présents en Iran? Peut-être Isoan. Les Américains et Israéliens peuvent-ils s'en emparer lors de leur parachutage en Iran? Écoutez, bon, j'imagine que d'abord, le stock, il est toujours en Iran, et je suppose qu'il doit être très bien gardé. Je suppose, hein, je suppose qu'il n'est pas, comment dire, dans un seul lieu. Donc, c'est pas, enfin, je veux dire, même s'ils atteignent un lieu, est-ce qu'ils, bon, est-ce qu'ils pourront, il y a eu, il y a des rumeurs comme quoi les Israéliens et les Américains se préparaient à s'en emparer. Vous savez, il y avait des films, enfin, de mon temps, dans les années 60, on faisait des films de guerre comme ça, comme les canons de Navarone, enfin, des trucs du style où une équipe américaine, en général, ils avaient toujours le beau rôle, hein. Donc, une petite équipe qui va s'emparer, faire sauter les canons de Navarone, qui est gardé par des centaines de soldats allemands, etc. Bon, ça me rappelle un peu ces films, mais on n'est pas au cinéma ici, hein. Donc, au cinéma, c'est toujours les Américains qui gagnaient. Là, c'est pas nécessairement, ça sera pas nécessairement le cas, voilà. Enfin, on leur souhaite bien du plaisir. Oui, bon, bah écoutez, Monsieur Cohen, je rappelle quand même le thème de cet entretien aujourd'hui, c'était l'émancipation ratée des pays arabes suite à cette guerre au Moyen-Orient. Ils n'ont pas saisi l'occasion de pouvoir comment dire de s'émanciper et de sortir de cet impérialisme et de cette hégémonie américaine dans la région. Bon, il n'est peut-être pas trop tard, Monsieur Cohen. Non, en fait, j'ai bien dit à un moment donné, j'ai dit, je parle en ce vendredi 27 mars. Dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, on ne sait pas comment ça va tourner. Voilà. Je pense que il n'est pas trop tard, parce que si la chose tournait réellement au détriment d'Israël et de l'Amérique, où on verra vraiment la défaite presque humiliante de l'Amérique, ben à ce moment-là, il est probable, il est plus que probable, surtout par exemple si l'Irak s'est libéré de l'emprise américaine, si par exemple l'Irak prend le Koweït, reprend le Koweït, et donc il y aura, on est à l'abri d'aucune surprise, voilà. Donc, ce que je dis ce soir n'est pas du tout une image figée pour l'avenir. D'accord? C'est-à-dire tout est ouvert. On ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas ce qui va se passer, et on peut très bien imaginer un renversement d'alliance, une libération, je ne sais pas, voilà, par exemple l'Égypte, par exemple la Jordanie. Rien n'est fermé et tout est ouvert. Donc, les choses, vraiment, on peut assister à des choses extraordinaires dans quelques temps, de ce côté-là. Voilà. Alors justement, Monsieur Cohen, à la suite de cette guerre, est-ce que, du moins, avant cette guerre, pardon, tous les pays arabes dans la région, hein, la Turquie aussi, ils craignaient peut-être un petit peu, justement, d'attaquer Israël. Mais aujourd'hui, peut-être qu'avec avec cette guerre, elle va permettre justement d'avoir plus d'allant
et d'offensif sur Israël. Quand on voit justement que ce dôme de fer qui nous ont vendu, que Israël nous a vendu, finalement, ne résiste pas tant que ça aux attaques iraniennes. Donc, est-ce que ça pourrait demain donner l'idée à des pays comme la Turquie ou je sais pas, bah, si vous avez cité l'Égypte, je sais pas. Probablement. Je pense que les peuples vont se rendre compte que l'Amérique n'est plus aussi. Peut-être que l'Amérique aussi va se retirer un petit peu sur son territoire. C'est-à-dire, pas volontairement, mais par la force des choses. Si par exemple, comme on le voit, il y a les prémices d'un désengagement américain des pays du Golfe. Voilà. Comme je crois l'avoir dit il y a quelque temps ici, c'est-à-dire que je vois mal comment on peut revenir à la situation antérieure. Toutes les bases ont été détruites, les radars, etc. Enfin bon. Et ça, même si on voulait le reconstruire, ça prendrait des années et des années. Donc déjà, on a effacé la présence américaine. Et pas seulement la présence militaire. Toutes ces entreprises, vous savez, comme Google, Amazon, etc. J'ai parlé d'une liste que l'Iran avait établie il y a quelques jours, et ils leur ont dit de dégager des pays du Golfe, sinon, de toute façon, ils allaient être bombardés. Donc, Dubaï, enfin, toutes ces structures américaines, capitalistes, etc., qui s'est installée là-bas, elle a disparu ou elle est en voie de disparition. Et donc, même si, admettons qu'on va trouver un arrangement, etc., ça ne peut plus revenir comme avant, parce qu'il faudrait des années et des années. Et les pays, je pense que ces pays-là ne voudront pas réinstituer ces bases, etc. Donc, à mon avis, déjà rien que le fait que la présence américaine, comme en Irak et dans les pays du Golfe, ait été effacée, eh ben, donnera peut-être des idées d'indépendance. Vous savez, c'est pas croire, le monde arabe avait des idées quand même d'indépendance dans les années 50 et 60. C'est seulement après il y a eu Saddam Hussein, il y a eu Kadhafi, etc. Il y aura peut-être d'autres personnalités de cette trempe, voilà, qui, je sais pas, qui feront un coup d'État, par exemple, un colonel. Kadhafi était un colonel qui a fait un coup d'État. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer un coup d'État dans un pays de jeunes officiers qui diront ben, nous allons renverser le régime actuel et pour mener le combat. Voilà, donc tout est possible. Et justement, cette aventure américano-sioniste peut ouvrir la voie à ce genre d'événements. Alors, dernière question, puis je vous laisse, Monsieur Cohen, c'est concernant l'Espagne, donc qui avait retiré son ambassadeur et qui a donc décidé aussi, je crois, de se retirer de l'Eurovision puisque Israël participe à l'Eurovision et je crois qu'il y a 3 autres pays qui veulent se retirer de l'Eurovision. C'est la bonne voie à prendre, celle de l'Espagne actuellement. Vous en pensez quoi? Ben, malheureusement, il y a très peu de pays qui le font. Hein. l'Espagne. Mais, vous savez, il faut toujours un début. Et puis, il y a le poids de l'opinion publique. Et puis, il y a la répression. Là, tout à l'heure, par exemple, j'ai vu, il y avait vous savez, c'est la présidente d'Euro-Palestine. Oui, exactement, j'allais vous en parler. Il y a 2 ans de prison avec sursis, etc. Donc, les pays essayent par tous les moyens, pardon, les régimes allemands, français, britanniques essayent de réprimer toute manifestation pro-palestinienne, mais pour moi, c'est un signe de panique. Voilà, c'est pas. Vous savez, quand on condamne une dame de, je sais pas quel âge, à 2 ans de prison, même avec sursis, etc., enfin, bon, je sais pas combien d'amendes, c'est un signe de faiblesse. Enfin, je veux dire, parce qu'on voit que le barrage est en train de se fissurer. Et on peut pas, enfin, je veux dire, combien de temps on peut soutenir l'agression israélienne qui est
enfin, qui est aussi brutal, qui est aussi sauvage. Voilà. Donc, en fait, c'est un signe que ça craque d'un peu partout. Voilà. Ouais, donc en France, il y a encore du gros travail à faire, hein. Exactement, mais bon, voilà, il faut le faire. Alors justement, allez, je vous laisse après ça. Il y a des annonces à partir je sais pas si c'est pas à partir de ce week-end-là déjà ou à partir de lundi, de blocage de camions routiers un peu partout en France, hein, suite à l'augmentation du prix du gasoil à la pompe. Oui. Hein, il y a eu plusieurs comment dire, revendications qui ont été faites, mais le Cornu a décidé de pas toucher un poil aux taxes. Donc, du coup, on va continuer à payer cher le prix au gasoil à la pompe. Donc, on verra. Peut-être que ça va bouger, hein, ça va bouger en France ces prochains jours, hein. Peut-être. Vous savez, c'est imprévisible, là, ce genre de choses. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire, en fait, la mobilisation, c'est une étincelle. Est-ce qu'elle l'étincelle va prendre? Est-ce qu'elle va prendre large? Est-ce qu'elle va persister? Ce sont des choses qui n'obéissent à aucun raisonnement logique, qui n'obéissent à aucune logique, à aucune analyse. Donc, on verra, voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer, personne ne peut le dire. Ouais. Bah, en tout cas, il faudrait que tout le monde sorte un petit peu de sa zone de confort et aille un peu se rebeller face à ce qui se passe aujourd'hui. Allez, Monsieur Cohen, je vous retiens pas plus. Merci encore à vous. Je vous en prie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Voilà les amis, merci d'avoir suivi et partagé ce live. Je vous invite toutes celles et ceux qui n'ont pas suivi depuis depuis le début, pardon, de vous abonner à la chaîne Altitude sur YouTube, hein, et vous pouvez revoir l'entretien en rediff et on se donne rendez-vous demain déjà. Demain, j'oubliais, hein, je vous annonce dès demain après-midi, ce sera aux alentours de 15h, un entretien avec un El Ralia Jimmy, défenseur des droits de l'homme, qui nous parlera de l'oppression qu'elle subit dans les territoires occupés de l'Aïoun, du Sahara occidental, puisqu'elle vit dans ces territoires occupés. Donc demain, entretien à partir de entre 14h30 et 15h30. Je vous donne pas l'heure exacte parce que c'est encore pas précis. Mais voilà, je vous souhaite une excellente soirée et donc à demain. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.